à toutes et à tous, bonjour Hans. Bonjour Gunther et bienvenue à notre JT annuel. Et oui, c'est déjà Noël. Mais dites-moi Hans, sur quel sujet allons-nous nous pencher cette année? Nous allons le découvrir. Je suppose qu'avec l'amour que vous portez pour ce petit Klaus, il aura lui aussi son cadeau le jour de Noël. Bien sûr, mais j'hésite encore. Ce qui est sûr, c'est que mon petit Klaus aura bien son cadeau sous le sapin le 25 au matin. Si vous aussi, vous ne savez toujours pas quoi offrir à votre compagnon, notre premier sujet sera vous aider à lui faire plaisir. Par la suite, nous verrons ce que les enfants de l'école de Montaigu vont fabriquer à leurs parents pour Noël. Excellent sujet, surtout pour moi. Papa de 2 enfants, je me demande vraiment ce qu'ils vont m'offrir. Mais je me le demande aussi Hans. Notre équipe de tournage a été envoyée à la App Galerie de Nantes afin de couvrir une exposition d'art contemporain. Nous découvrirons ensemble les images de ce lieu magnifique, rempli d'un grand nombre d'œuvres très diverses. Et pour approfondir ce reportage, Will Sher, célèbre artiste contemporain exposant à la galerie, viendra sur notre plateau pour nous raconter un petit peu son expérience. Puis, nous nous intéresserons aux commerçants de Montaigu et plus particulièrement à un lieu emblématique des jeunes Montacutains. En effet, Petra s'est rendue au kebab Kingston Express afin de découvrir le kebab de Noël. Mais avant toute chose, découvrons ce que nous pouvons offrir à ce petit fripon de Klaus. Les Français sont complètement gaga de leur toutou. Selon un sondage réalisé par Holidog, sur 3612 Français interrogés, 99% d'entre eux déclarent qu'ils offriront un cadeau à leur chien pour Noël. Nous avons rencontré Sophia, propriétaire d'un chien dans une petite ville au nord de la Vendée. J'ai eu plusieurs chiens dans ma vie et j'avais pour habitude de leur offrir un cadeau à Noël. Là, mon chien, en fait, il va avoir 1 an, donc du coup, ça va être son tout premier Noël. Moi, en général, j'achète mon cadeau pour mon chien soit en animalerie, en grande surface ou sur internet, ça dépend. On offre un cadeau à notre chien pour Noël, parce qu'on trouve que c'est important de donner de l'amour à son chien à Noël et je pense que c'est vraiment une chose essentielle. Jean-Pierre Dessureau, sociologue, vétérinaire et chercheur à l'INCC, Institut National de Comportement Canin, nous éclaire sur ce sujet. Nous avons pu observer que ce phénomène... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre JT de Noël clandestin, celui qui vous dit la vérité. Nous venons de prendre le contrôle des ondes. Il est temps de mettre fin à toute manipulation. Au cours de ce journal, nous vous montrerons comment en découdre avec la lobotomie médiatique. À ce propos, soulignons que l'art demeure un outil précieux en matière d'éveil des esprits. Découvrez tout de suite la bande-annonce de Montaigu Fuzz en guise de première sensibilisation. Nat Geiger. Arrivé à Montaigu depuis 1 mois, j'ai eu le temps de rencontrer des gens et de profiter. Je crois que certaines personnes n'apprécient pas les jeunes de Montaigu. Je n'avais jamais remarqué qu'on nous observait. Jusqu'ici, tout se passait bien. Puis ça a dérapé. On n'aurait jamais dû la laisser partir. Un deuxième meurtre, encore un de mes amis. J'ai commencé à cauchemarder, à avoir des visions. On ne pouvait plus les laisser faire. Il fallait agir. Courage. Ah! Allez. Va falloir se battre. Ce film ne sortira jamais. De retour sur notre plateau et pour faire suite au 7e art, nous sommes à présent en compagnie de notre équipe de maquillage FX. Bonjour Joanne, bonjour Colline. Bonjour. Qu'avez-vous prévu pour nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons vous démontrer qu'il est possible de falsifier l'apparence d'une personne. Donc ici, c'est Lénaï qui va être notre modèle et nous allons la grimer. C'est-à-dire qu'on va totalement changer son apparence, donc à l'aide de Colline qui va être là pour les accessoires et le maquillage, et moi-même pour le maquillage aussi. Donc, premièrement, on a déjà déposé une base de teint sur son visage afin d'accrocher les pigments qu'on va mettre par la suite avec le fard à paupières.
Ensuite, nous allons demander à l'ENAIG de faire des grimaces, des expressions, afin de bien voir les délimitations, les plis de sa peau. Et du coup, on va les accentuer avec un fard à paupières beaucoup plus mat pour mettre des rides en évidence. Il est vrai que tout n'est que question de perception. Attendons de voir le résultat. Mais intéressons-nous d'abord à une pratique dont on parle peu et qui pourrait venir agrémenter notre résistance contre le complot. L'urbex, c'est l'exploration du monde qui nous entoure, de notre vraie réalité. Une passion pour les lieux qui ont du vécu. C'est ça l'urbex. Des amis m'ont parlé de cette pratique. J'ai décidé d'effectuer plusieurs recherches sur ce sujet. Cette contraction de Urban Exploration est une activité consistant à visiter des lieux construits par l'homme, abandonnés ou non, en général interdits d'accès. Usines désaffectées, lieux délaissés deviennent alors le terrain de jeu de ce que l'on appelle les explorateurs urbains. Différentes motivations poussent ces amateurs de challenge à se lancer dans l'urbex. Et quand certains s'y mettent à l'âge adulte, d'autres commencent dès l'enfance. Mon attrait pour les anciens bâtiments et ces lieux, je crois que j'ai souvenir, en tout cas gamin, d'avoir habité tout un temps chez mon grand-père qui avait une vieille maison dans le centre-ville de Nantes, qui était relativement immense. J'adorais cette cave dans laquelle il y avait une odeur particulière et que j'ai toujours en tête aujourd'hui et que j'arrive à retrouver dans certains lieux d'ailleurs, c'est assez amusant. Ces lieux abandonnés sont généralement interdits d'accès. Les pratiquants doivent donc rester le plus discret possible. Après quelques recherches, j'ai constaté qu'il n'y a pas de réelle juridiction sur la pratique de l'exploration urbaine. La seule peine que les urbexeurs risquent reste l'amende. Au-delà de risques légaux, il y a également des risques pour la sécurité des explorateurs. Les endroits visités ne sont pas de première jeunesse. Il y a souvent des parquets qui sont en mauvais état, des toitures qui commencent à s'effondrer, si c'est pas effondré totalement d'ailleurs parfois. Et pour ce qui est des usines, j'ai souvenir d'odeurs qu'on ne connaît pas forcément, mais on sent que le lieu est relativement pollué. Donc il est bien évident qu'il vaut mieux pas y rester très longtemps. Il y a eu des décès ou des accidents très graves, effectivement, qu'on peut d'ailleurs, qui sont relatés sur le web, pour certains, quand on fait un peu de recherche en fonction des lieux sur lesquels on souhaite pratiquer. Pour éviter les incidents, les urbexeurs restent particulièrement discrets. C'est une de leurs règles fondamentales. Cela permet aussi de préserver les lieux. En effet, il ne faut laisser aucune trace de son passage. Mais ces contraintes et ces risques ne ralentissent pas la fascination croissante pour la pratique. Je comprends l'engouement de certains parce qu'il y a une certaine montée d'adrénaline à aller dans des endroits qui ne sont pas autorisés. Il y a pas mal de jeunes qui aiment se confronter aussi un petit peu aux risques qui sont inhérentes à ce genre de pratiques. Et si cette activité commence à faire de plus en plus parler d'elle, c'est grâce à Internet. Il a permis de démocratiser la pratique avec des outils comme Google Maps ou les réseaux sociaux qui permettent de créer une communauté. Les motivations sont diverses, l'aspect historique, artistique. La photographie est également une motivation importante. Sur le net, on peut trouver de magnifiques clichés pris par des amateurs, retraçant un passé oublié de tous. Après toutes mes recherches, je n'engage en aucun cas de se rendre dans ces lieux sans autorisation. La pratique comporte beaucoup de risques qu'il faut mesurer avec prudence et responsabilité. L'urbex reste tout de même une façon de s'évader, de s'échapper loin des chemins tracés que nous impose la société. Dans quelques instants, nous parlerons art du spectacle avec une bénévole du théâtre de Thalie. Mais tout d'abord, découvrons l'établissement en images. Le théâtre de Thalie, qui tient son nom de la muse de la comédie grecque, fut construit il y a 6 ans sur l'esplanade de Verdun, à Montaigu. Chaque année, il propose une programmation riche et diversifiée afin de satisfaire tous les publics. Mais quel est leur secret de fabrication ? La toute première étape à l'élaboration d'une programmation, ça se passe 1 an avant le début de la saison sur laquelle on travaille. On part au Festival d'Avignon. On essaye avec le directeur du théâtre de voir le plus de spectacles possible. Et en fait, on fait une espèce de petite sélection. Ça va être le début de notre programmation et à partir de là, on va pouvoir élaborer la suite. On essaye au maximum de voir tous les spectacles qu'on programme, mais c'est important aussi d'avoir des spectacles qui viennent tout juste d'être créés pour s'assurer de la qualité de ces spectacles. C'est très subjectif, ça va se jouer sur la teneur du projet, le texte, l'auteur, les comédiens, le metteur en scène.
Pour concilier l'aspect technique et budgétaire et l'aspect artistique, alors déjà au niveau technique, on a beaucoup de chance, on a un très bel outil. Le théâtre de Thaly est très récent, il a 6 ans. Et on a aussi des techniciens pour qui vraiment la technique doit être au service de l'artistique, donc on a très peu de soucis à ce niveau-là. Pour l'aspect budgétaire, c'est vrai que on a un certain budget pour les cachets des spectacles sur la saison. Donc on doit faire au moins le même nombre de représentations que l'année précédente avec le même budget, et pour ça, c'est un jeu de négociation. Pour faire la promotion de la saison, la première étape, c'est la présentation de saison aux abonnés qui a lieu fin juin tous les ans. Et ensuite, toute la promotion va être fin août, début septembre, au moment de l'ouverture de la billetterie. Cette volonté d'une promotion très locale, c'est vraiment un souhait des élus. Les frais de fonctionnement du théâtre sont assurés exclusivement par la communauté de communes Terre de Montaigu. Donc pour les élus, le théâtre, l'équipement doit profiter en priorité aux habitants de la communauté de communes. Du théâtre à la danse, en passant par le cirque et les concerts en tout genre, Thaly vous propose de découvrir des spectacles qui raviront petits et grands. Bonjour Laura, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour. En tant que connaisseuse du théâtre de Thaly, quelle place occupe pour toi le spectacle vivant dans notre société ? Eh bien, pour moi, le spectacle vivant aujourd'hui n'est pas qu'un divertissement. Je ne suis pas une critique renommée pour dire ça, je n'ai pas non plus de master en analyse de spectacle, mais vraiment, le spectacle aujourd'hui n'est pas qu'un divertissement. Alors pourquoi et comment ? Sur la saison dernière, par exemple, nous avions 3 spectacles particulièrement poignants. Le premier était Les Chatouilles. Il parlait de la reconstruction d'une personne après avoir subi un viol dans son enfance. Le deuxième, Les Coquelicots des tranchées, parlait de la Première Guerre mondiale. Et enfin, Mangez-le si vous voulez, qui parlait de la torture et de la mise à mort d'un innocent, cuit et mangé par les habitants d'un village, devenu fou sous la pression de la guerre contre les Prussiens. C'est une histoire vraie en plus. Après chacun de ces spectacles, nous avons pu remarquer qu'au lieu de rentrer tout simplement chez eux, les spectateurs avaient besoin de rester et de parler les uns avec les autres, d'un peu de tout, d'échanger sur leurs parents, la vie, le monde en général. Et du coup, on voyait que ces spectacles les avaient profondément touchés, qu'ils étaient peut-être un peu bouleversés, mais qu'ils en étaient sortis grandis. Andrea Bescon, l'interprète des Chatouilles, nous a expliqué qu'après chacun de ces spectacles, des spectateurs venaient la voir pour la remercier d'avoir raconté leur histoire et de lui avoir montré une issue potentielle pour s'en sortir. Et ça, c'est fort et c'est beau et ça se passe ici, chez nous. Alors si jamais vous voulez ressentir des émotions aussi fortes, vous pouvez encore venir sur Coiffure et Confidence le 5 janvier, La Belle et la Bête le 31 janvier, Arnaud Demanche le 3 février, La Peau dure le 10 février, Stradivaria le 24 mars, Histoire le 29 mars, Malines le 28 avril et Amok le 4 mai. Et pour plus de renseignements, vous pouvez vous abonner au Théâtre de Thaly sur les réseaux. Merci Laura pour cette chronique qui, nous l'espérons, aura donné envie à nos téléspectateurs de s'armer de culture. Et tout de suite, une page de publicité. Vous avez toujours détesté les Illuminati ? Vous rêvez de vous en débarrasser ? Avec la nouvelle version d'Illugo, partez à leur recherche et devenez le plus grand dresseur du monde. Vous explorerez de nombreux espaces en quête des Illuminati les plus rares. Rejoignez sans tarder les 6 millions de joueurs à travers l'Europe et intégrez l'équipe qui vous propulsera au sommet. Grâce à Illugo, passez de merveilleux moments avec vos amis en partageant vos plus beaux Illuminati. Jouez sans limite. Constituez la plus belle des collections. Illugo! Aujourd'hui, dans un monde aussi corrompu, le hacking fait partie de la vie courante. Chez Anonymous, nous participons depuis plusieurs années à l'amélioration de votre sécurité web en vous proposant une grande gamme de services uniques. Vous recherchez une solution de hacking personnalisée ? Oh salut Philippe, tu vas bien ? Notre équipe de spécialistes est là pour vous accompagner durant votre projet. Notre équipe reçoit et transmet vos appels à des spécialistes du hacking. Pour le hack du site du Pentagone, je vous renvoie au service spécialisé. Bonne journée, monsieur. N'hésitez plus, appelez Anonymous dès aujourd'hui. Nos services sont totalement gratuits. Toujours en direct de notre plateau clandestin, nous souhaitons la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Zoom maintenant sur le lycée Léonard de Vinci, établissement montacutain qui accueillera dès janvier prochain d'importants travaux, un projet de grande ampleur. À partir du 16 janvier 2017, des travaux vont débuter pour plusieurs années au lycée Léonard de Vinci. 2 chantiers sont prévus pour faire suite à un effectif en hausse dans l'établissement, soit environ 160 élèves de plus tous les 2 ans. Le premier chantier consiste à construire un bâtiment qui accueillera un nouveau self et un nouvel internat de 50 places entre les modulaires et l'internat actuel.
Le second chantier rendra les déplacements dans le lycée un peu plus compliqués. Il s'agira de créer de nouvelles salles de classe, de déplacer le CDI dans le self actuel et la vie scolaire dans le CDI. Bonjour Monsieur Fournier, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le proviseur du lycée Léonard de Vinci, vous êtes donc la personne à l'origine du projet et vous y consacrez beaucoup de temps. Nous avons recueilli les questions que certains résidents du lycée se posent afin que vous puissiez y répondre sur notre plateau. Vous êtes prêts ? Absolument. Étant donné que le self se trouve sous les nouveaux internats, est-ce que le bruit des préparations le matin ne risque pas d'être gênant pour les internes ? Alors une petite précision d'abord, tous les internats ne seront pas situés au-dessus de la salle de restauration, hein. C'est une partie seulement des internes qui seront sur ce nouvel internat, une 50aine de lits prévus. Pour les autres, eh bien, ils resteront sur l'internat actuel, hein. Normalement, les travaux ont prévu, les entreprises ont prévu des travaux d'insonorisation, donc théoriquement, il ne devrait pas y avoir de pollution sonore au niveau des internats situés au-dessus de la salle de restauration. D'accord. Question suivante. Alors, est-ce qu'il y aura des espaces prévus pour pouvoir manger, pique-niquer à l'extérieur ? Parmi les projets initiaux, puisqu'il y a eu plusieurs projets au départ, il y avait un projet qui prévoyait un espace extérieur pour éventuellement permettre des pique-niques, mais ce n'est pas le projet qui a été retenu finalement, donc il n'y a pas d'espace prévu pour pique-niquer. Je précise par ailleurs que le nouveau bâtiment va prendre beaucoup d'espace et donc il restera relativement peu d'espace pour prévoir des espaces de déjeuner à l'extérieur. Mais normalement, la nouvelle salle de restauration devra permettre de déjeuner dans des conditions bien meilleures que celles que connaissent les élèves et les personnels actuellement. D'accord. Dernière question. Je voulais savoir si les modulaires allaient rester ou pas parce que on n'est pas dans de très bonnes conditions pour travailler. Il fait très froid l'hiver et très chaud l'été. Bonne question à laquelle j'aimerais pouvoir répondre. Effectivement, les travaux ont été prévus pour supprimer ces modulaires très laids, pas confortables, effectivement froid l'hiver et chaud en été. De cela, nous sommes complètement conscients. Il se trouve que nous sommes confrontés à une hausse d'effectifs très importante depuis 2-3 ans et qui normalement devrait se poursuivre. Et donc j'espère que lors de la livraison des travaux à la rentrée 2018, on sera en capacité d'enlever tous les modulaires, mais je ne peux pas vous le garantir absolument. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Fournier, pour ces réponses précises et qui nous aident à y voir plus clair. Comme quoi, tout n'est pas que complot, l'important est d'être bien informé. Je me demande où en est le maquillage. Tiens, c'est vrai, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien écoutez, c'est fini. Donc voilà les naïgs en vieille personne. Du coup, comme vous voyez, on a marqué les traits, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau du front, etc. Ensuite, on les a estompés pour que ce soit beaucoup plus naturel et doux. Et par la suite, en fait, on a disposé des zones d'ombre afin de marquer un peu le visage. Colline a travaillé au niveau de la coiffure pour avoir un effet bombé et grisâtre au niveau des cheveux pour donner un petit côté poivre et sel. Et ensuite, on a travaillé au niveau des sourcils avec de l'acrylique et on a essayé de donner une bouche beaucoup plus douce et plus blanche afin d'adoucir le visage. D'accord, et du coup, comment fait-on pour reconnaître quelqu'un de grimé ? Alors ici, c'est pas hyper compliqué, dans le sens où c'est un maquillage qui est très très simple quand même, mais on peut orienter en fait le regard au niveau du cou. Donc on peut voir que parfois, si c'est pas très bien fait, il peut y avoir des délimitations au niveau du teint. C'est pareil pour les rides, par exemple, là qu'on a marqué avec du fard à paupières beaucoup plus mat. Eh bien, quand une personne a des expressions au niveau du visage, parfois les rides peuvent être décalées en fait de ce qu'on a marqué avec le fard. C'est incroyable à quel point on peut manipuler certains aspects de la vie. Absolument, certains signes sont trompeurs, d'autres restent à décoder. C'est le cas de ceux que notre équipe de recherche a identifiés pour vous. Regardez ce qui sera notre dernier sujet avant que nous rendions l'antenne. Merci de nous avoir suivis. Regardez attentivement ces images. Vous avez remarqué ?
elles font toutes référence au salut nazi. Et si le BTS audiovisuel du lycée Léonard de Vinci n'était qu'un complot fasciste? Réfléchissez un peu. L'officier SS Klaus Barbie décède le 25 septembre 1991, 2 semaines seulement après la création du BTS. Cela ne vous rappelle donc rien? Bien vu, c'est exactement le temps qu'il a fallu aux communistes pour rejoindre les nazis lors de l'invasion de la Pologne en 1939. Regardez maintenant la carte montacutaine. Si l'on relie les endroits importants pour un étudiant du BTS, cela représente parfaitement le col de l'uniforme de Mussolini. Bah voyons. Et tiens, savez-vous ce que dit toujours Monsieur Grelet quand il arrive? Salut les jeunes. Une référence à peine voilée à la jeunesse communiste. D'ailleurs, quand on regarde de plus près le nom des enseignants du BTS et qu'on les fait se chevaucher, qu'est-ce qui saute aux yeux? Goulag, comme par hasard. Le nom d'une des pièces importantes du BTS aussi, le nodal. Si l'on remplace le N par un F, nodal c'est l'anagramme parfait de Adolphe. Coïncidence? Je ne crois pas. Vous avez encore des doutes? Observez maintenant le nombre de militaires soviétiques morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Environ 11,8 millions. 11,8 millions, c'est aussi le chiffre d'affaires de l'entreprise Zizine en 2014. Et devinez qui enseigne la physique? Monsieur Zizine. Il vous fallait encore une preuve. Souvenez-vous de la couleur de la rubrique enseignement du site officiel, le rouge, ainsi que la forme et la couleur du logo, un disque blanc. En superposant ces images, si l'on supprime le texte et qu'on garde le L de Léonard en le retournant et en le dupliquant 4 fois de manière circulaire tout en le passant en négatif, qu'est-ce qui saute aux yeux? Et oui, ce signe est la représentation exacte de la croix gammée, une allusion évidente au parti nazi. Et ça n'étonne personne? Maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas.